Bonjour. Suite à la demande de certains élèves, nous avons choisi aujourd'hui de vous faire un cours sur les espaces vectoriels normés. Dans cette partie, nous allons parler des normes, des définitions des normes et les normes de référence et les normes classiques sur des espaces vectoriels normés de référence tels que Kn ou bien Rn ou bien l'ensemble des polynômes ou bien l'ensemble des suites ou bien l'ensemble des matrices. Donc, pour que vous assimilez cette notion de norme et surtout aussi la notion de distance sur un espace vectoriel ou sur un ensemble quelconque E, et on va définir les suites sur un espace vectoriel normé, soit de dimension finie, soit de dimension infinie, aussi la notion de convergence et de limite, et nous allons parler de fonctions, de continuité, et de fonctions K lipschitziennes, de rapport K et leurs propriétés. Donc, mais pour commencer, nous allons définir tout d'abord qu'est-ce qu'une norme. Donc, définition. Donc, tout simplement, une norme, N, c'est une application de E dans R+, avec E bien sûr espace vectoriel, un espace vectoriel sur un corps commutatif K qui est R ou C, qui est un vecteur X, lui associe N de X, et qui vérifie bien sûr certaines propriétés. Premièrement, il faut que N de X soit supérieur ou égal à 0. Deuxièmement, N de X égale à 0 implique N de X égale 0. Troisièmement, pour tout lambda appartenant à K, un scalaire, la norme de lambda X serait autre que le module ou bien la valeur absolue fois la norme de X. Quatrièmement, pour tout X, Y appartenant à E au carré, la norme de X plus Y est inférieure ou égale à norme de X plus norme de Y. Donc, cette dernière inégalité, vous la connaissez, donc c'est l'inégalité triangulaire. Donc, homogénéité, séparation, etc. Donc, non, on n'a pas besoin donc c'est bien pour la littérature. Après, nous allons à partir de cette dernière définition, établir une certaine propriété. Par exemple, pour tout x, y appartenant à, bien sûr, non, avant ça, maintenant, n de 0 égale à 0. Donc ça, c'est évident, 0 de E, 0 de E. Donc on peut appliquer uniquement la propriété n de 0 fois 0 de E, ce n'est autre que la valeur absolue de 0 qui est 0 fois la norme de 0 de E. Et ça, c'est donc, on aura n de 0 de E est égal bien sûr à 0. Donc ça, c'est la première propriété. Donc on a n de x égale 0, si seulement si x égale à 0. Donc ça, c'est juste une petite indication, ça dépend de la définition. Il y a des gens qui définissent directement une norme par n de x égale 0, si et seulement si x égale à 0. Bon, ça c'est juste une petite précision. Donc, il y a une certaine inégalité, par exemple, qu'on peut dégager, n de x moins n de y en valeur absolue, elle est inférieure ou égale à n de x moins y. Donc, on va essayer de démontrer cette inégalité. Donc, c'est simple. Donc, on va partir de n de x. Ce n'est autre que n de x moins y plus y. Et bien sûr, ça, elle est inférieure ou égale à n de x moins y plus n de y, d'après la propriété de l'inégalité triangulaire. Et on a bien sûr n de x moins n de y, elle est inférieure ou égale à n de x moins y. Comme x, y jouent des rôles symétriques, donc on aura n de y moins n de x, elle est inférieure ou égale à n de x moins y aussi. Et donc dans ce cas, donc si je multiplie ici par moins 1, j'aurai n de x moins n de y supérieur ou égal à moins n de x moins n de y. Donc n de x moins n de y supérieur ou égal à moins n de x moins n de y. Donc j'ai bien ça. Donc, parce que
vous vous rappelez, donc si on a valeur absolue de x inférieur ou égal à a est équivalent à x supérieur ou égal à moins a et x inférieur ou égal à a. Donc on a montré les deux inégalités. Donc ça c'est une propriété qu'il faut connaître en plus de l'inégalité triangulaire. Voilà. Donc maintenant, bon, si on a E un espace vectoriel muni d'une norme n, avec E bien sûr E espace vectoriel. Donc je vais utiliser ces abréviations pour essayer de gagner un peu de temps. Et F, un sous-espace vectoriel de E, F muni de la norme n, ça s'appelle F, n, on dit que n est une norme induite sur F. Induite sur F. Ça s'appelle la norme induite. C'est-à-dire qu'on a utilisé en fait la même norme qu'on utilise sur E pour un sous-espace vectoriel F. Donc, N, ça s'appelle la norme induite sur F. Donc, ça, c'est juste de la littérature, donc parce que dans des exercices ou dans des problèmes, on dit norme induite, voilà, donc c'est pour mieux comprendre. Bon, maintenant, si on a un vecteur x appartenant à E, on dit que x est unitaire, si la norme de x égale à 1. Donc, si x appartenant à E est bien sûr x différent du vecteur nul, donc je peux le rendre unitaire, c'est-à-dire en divisant x par n de x. Et en appliquant bien sûr la deuxième propriété, on a n de x sur n de x. Ici, le lambda il joue le rôle de 1 sur n de x. Ce n'est autre que 1 sur n de x fois n de x, et qui égale bien sûr à 1. Donc je rappelle, si x est non nul, n de x est supérieur strictement à 0. Ça, c'est une propriété de la norme. Maintenant, on va voir certains exemples de normes. Donc, certains exemples de normes sur des espaces de référence. Et c'est très important de connaître ces normes et de comprendre surtout les objets à manipuler. Parce qu'on a souvent à manipuler des objets qui sont des matrices, ou bien des PUP, ou bien des polynômes, ou bien des suites, ou bien des fonctions, etc. Donc il faut savoir bien manipuler. Donc si je suppose par exemple K égale R, ou C comme espace vectoriel, c'est un corps, donc c'est un espace vectoriel sur lui-même. Hein, c'est un espace vectoriel sur lui-même. Espace vectoriel sur lui-même, hein, sur K. Et je veux, par exemple, ça c'est un petit exercice, et je veux, par exemple, déterminer toutes les normes qui sont sur K. Donc, soit N, une norme quelconque sur K. Donc, et soit X, bien sûr, un vecteur, soit X, un élément de K. Donc, vous savez bien que X, je peux l'écrire sous la forme X fois 1. Avec 1, c'est 1 de R de C. Dans ce cas, on a n de X, ce n'est autre que la valeur absolue ou le module de X fois n de 1, d'après la deuxième propriété. Donc, si je pose n de 1 égale C, donc, égale à une constante C, qui est strictement positive puisque 1 est non nul, donc j'ai n de X égale à C fois la valeur absolue ou le module de X. Donc, en partant d'une norme quelconque, j'ai trouvé que cette norme doit être écrite sous cette forme. Et réciproquement, si je considère l'application qui a n de X égale à C fois la valeur absolue de X ou le module de X, ça est bien aussi une norme. C'est facile à vérifier. Et bien, une norme sur K. C'est très facile à vérifier. Donc, n de x égale à 0, puisque c supérieur strictement à 0,
n de x égale à 0, donc valeur absolue de x égale à 0, donc x égale à 0. N de lambda x, donc c'est valeur absolue de lambda c, x, etc. L'inégalité triangulaire, il découle de l'inégalité triangulaire des valeurs absolues ou bien des modules. Donc, en conclusion, les seules normes dans K, ils s'écrivent sous cette forme. Ce sont les seules normes sur K lorsque K égale à R au C. Donc, et on sait bien sûr, que la valeur absolue est une norme et le module est norme à un coefficient multiplicatif près. Donc, ce sont les seules normes sur K, dans le cas où K égale à R ou C. Donc, maintenant, si je prends E égale à K à la puissance n, c'est-à-dire l'ensemble des n uplets. Si je prends par exemple E égale K à la puissance n. Bon. Il y a des normes qui sont usuelles sur K. Par exemple, si je prends x dans E, donc x il va s'écrire sous la forme x1, x2, x3, etc., jusqu'à xn. Avec x1, x2, xn, etc., appartiennent à K. Donc, il y a une norme qu'on appelle N1 de x, qui est la somme des valeurs absolues des xi ou des modules, avec i de 1 jusqu'à n. Ça s'appelle la norme 1. Il y a aussi une norme qu'on note norme infinie. Norme infinie de x, c'est le max des valeurs absolues de xi avec i, bien sûr, appartient à l'intervalle de n à 1. Ça aussi, c'est une norme. Tout ça, c'est facile à vérifier. Donc, par exemple, si nous voulons vérifier, par exemple, n1 de x, est-ce que c'est une norme? C'est facile. Donc, n1 de x égale à 0, ça veut dire que la somme des modules de xi égale à 0, module de xi supérieur ou égal à 0, donc la somme de termes positifs est nulle, donc sauf si tous les termes sont nuls. Donc, si je multiplie par lambda, n de lambda x, ce n'est autre que la somme de lambda valeur absolue de xi, je peux sortir la valeur absolue et je trouve le résultat. Pour l'inégalité triangulaire, elle en découle de l'inégalité triangulaire des modules ou des valeurs absolues. La même chose ici. Donc si j'ai par exemple norme infinie de x, c'est le max des valeurs absolues de xi, donc il est supérieur ou égal à 0, il est nul. Si le max des xi est nul, donc ça veut dire que tous les xi sont nuls. Donc si je multiplie par un lambda, norme infinie de lambda x égale max de lambda xi en valeur absolue, je sors le lambda, etc. L'inégalité triangulaire aussi, donc il est évidente. Donc tout ça, ce sont des exemples qu'il faut connaître par cœur. Il y a aussi la norme n2 de x, qui est la somme des xi au carré en racine, avec i bien sûr allant de 1 jusqu'à n. Donc, si j'enlève par exemple les valeurs absolues et on reste dans R, si k égale à R, ça ce n'est autre que la norme qui est associée au produit scalaire dans Rn. Parce que dans le produit scalaire, je vous rappelle, donc si j'ai x égale x1, x2 jusqu'à xn, et y égale y1, y2, yn, donc le produit scalaire de x par y serait autre que la somme des xi, yi, avec i allant de 1 jusqu'à n. Et bien sûr, par définition, la norme de x au carré serait autre que le produit scalaire de x par x, qui est égal dans ce cas à la somme de xi au carré et allant de 1 jusqu'à n. Donc la norme de x, ce n'est autre que la racine carrée de la somme de xi au carré et allant de 1 à n. Donc ça s'appelle la norme 2. Plus généralement, on définit la norme NP sur Kn. Donc je vais vous expliquer que ça veut dire cette norme NP. La norme NP, c'est quoi? C'est NP de x
ce n'est autre que la somme des xi à la puissance p, i allant de 1 jusqu'à n, tout ça à la puissance 1 sur p. Et bien sûr, là, vous trouvez toutes les définitions. Ça, c'est dans le cas général. Si P égale à 1, je vais trouver la norme 1. Si P égale à 2, je vais trouver la norme 2, etc. Donc ça, c'est un exemple sur Km. Bon, je vais aussi parler de l'ensemble des fonctions continues d'un segment AB dans R. Comme ça, pour généraliser et avoir une vision générale sur les espaces de référence, comme j'ai dit, et les normes usuelles qu'on doit connaître et qu'on doit savoir manipuler. Donc, si je définis, par exemple, si je considère un intervalle A, B de R et les fonctions de classe C0, c'est-à-dire les fonctions continues, les fonctions de classe C0 de l'intervalle AB dans R. Je définis une forme bilinéaire symétrique définie positive, donc qu'on va vérifier par la suite si vous voulez, qui a un couple FG de fonctions de l'espace C0 donne f de t fois g de t dt. Donc vous vérifiez aisément que ça c'est un produit scalaire. Ça c'est-à-dire que cet ensemble C0 muni de crochet est un produit scalaire. C'est un produit scalaire, donc C0 est un espace vectoriel euclidien, est un espace pré-hilbertien. C'est-à-dire que C0 muni de ce produit scalaire est un espace vectoriel pré-hilbertien parce que c'est de dimension infinie, pré-hilbertien. Donc, si je définis f comme on a dit, ce n'est autre que la norme de f au carré. C'est la norme associée au produit scalaire et qui est égale à l'intégrale de AB de f de t au carré dt. Et c'est facile de démontrer que ça c'est un produit scalaire. Pourquoi? Parce que donc on sait qu'un produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique définie positive. Donc définie positive, donc si j'ai ff égale à 0, ça veut dire que l'intégrale de AB de f fois f, c'est-à-dire de f carré égale à 0, f carré est une fonction continue de l'intervalle AB vers R, et l'intégrale est nulle avec f carré positif, donc f carré égale à 0, donc f égale à 0. Pour la bilinéarité, la symétrie, c'est clair que c'est symétrique. Donc si je change le rôle, la position de f et g, comme la commutativité de produits usuels dans R, f fois g égale à g fois f, donc ça ne change rien, donc il est symétrique. La linéarité à droite ou à gauche, il vient de la linéarité des intégrales. Donc ça c'est un produit scalaire et on définit, comme j'ai dit, la norme f, F2 je pense, on écrit F2, oui c'est ça. Oui, la norme 2. La norme 2, ou bien la norme 2 de f, ce n'est autre que la racine carrée de AB de f carré de t dt. Voilà, ça c'est une norme. Maintenant, sur le même espace, on peut définir une autre norme. Une autre norme qu'on appelle norme 1. Donc, tout ça, vous devez connaître par cœur, hein, parce que on définit la norme N1 de f. N1 de f, c'est l'intégrale de A à B de valeur absolue de f de t dt. Ça aussi, c'est une norme. On définit aussi une autre norme qui est très importante quand vous allez étudier les suites de fonctions et les séries de fonctions. Vous allez toujours faire appel à cette norme qui s'appelle la norme infinie de f. La norme infinie de f, ce n'est autre que le sup de la valeur absolue de f de t avec t appartient à l'intervalle AB. Parce qu'on sait que toute fonction continue d'un segment AB dans R, elle est bornée. Elle est bornée, et bien sûr, toute fonction continue d'un segment de AB dans R, elle est bornée.
Et bien sûr, toute partie de R borné admet une borne supérieure. Donc ce sup existe. Et ça, c'est une norme infinie. Cette norme infinie, il a un autre nom aussi, il s'appelle la norme de la convergence uniforme. Ça s'appelle la norme de la convergence uniforme. Ça s'appelle la norme de la convergence uniforme. Voilà. Voilà. Maintenant, on va définir un espace vectoriel normé produit. Donc, si j'ai, par exemple, si j'ai une famille, si j'ai une famille EI, NI, avec EI, espace vectoriel normé, muni de la norme, NI. Et je définis E égale E1, E2, etc. jusqu'à En. C'est un espace vectoriel. Et je prends X appartenant à E. Donc, bien sûr, X, il va s'écrire X1, X2, Xn. Avec, bien sûr, Xi, un vecteur qui appartient à EI cette fois-ci. Ce n'est pas une composante. Il faut bien savoir les espaces où on travaille. Et si je définis, par exemple, n de X égale max de Ni, je pense, c'est ça? Oui, c'est le max de Ni Xi. C'est le max de Ni Xi. Avec I, bien sûr, appartenant à l'intervalle 1 de N. Ça, c'est une norme. Puisque Ni Xi, il a un sens, il est supérieur ou égal à 0, parce que pour chaque I, Ni est une norme sur EI. Et ça, c'est une norme. C'est une norme. Et bien sûr, E muni de cette norme est un espace vectoriel normé. Et ça s'appelle d'ailleurs, cette norme s'appelle la norme produit. Donc N s'appelle la norme produit. Norme produit. Pourquoi on définit ça? Il vaut mieux comprendre la signification de ces normes, parce qu'on va utiliser tous ces résultats quand on va, par exemple, démontrer qu'une suite est convergente, etc., avec une suite qui a n composantes. Hein. Ce n'est pas une suite dans R qui a une seule composante. Une suite qui a n composantes, et on veut montrer que cette suite est convergente, donc on va montrer que les composantes de la suite sont convergentes. Donc c'est exactement, donc ça c'est très important de faire attention et de bien comprendre les objets mathématiques qu'on manipule. Et bien sûr, dans un espace vectoriel normé, quand on a une norme, ça ne veut pas dire que cette norme est unique. Il peut, comme on a vu, donc à N, il y a plusieurs normes qu'on a vues. Donc ici, on peut définir aussi une autre norme, hein, une autre norme qui est par exemple la norme X, la norme 1 qui est la somme des NI XI. Ça aussi, c'est une norme. Et allant de 1 jusqu'à N. Il y a plusieurs normes, donc ce n'est pas la seule norme sur E, donc il y a plusieurs normes sur l'espace produit. Donc voilà, donc on va poursuivre notre cours. Bon, je ne sais pas si je vais parler de ça ou non, ce n'est pas dans le programme, donc c'est le produit scalaire hermitien, etc., et les formes sesquilinéaires sur C. Mais si vous êtes intéressé, donc je vais tout simplement donner la définition et on ne va pas démontrer les propriétés. Si vous voulez, vous pouvez les démontrer vous seuls. Mais c'est intéressant quand même de savoir que ça existe. Hein. Par exemple, si E est un espace
est un espace vectoriel sur C. Sur C. Un produit scalaire complexe sur E, c'est une application phi de E croix E. Cette fois-ci, c'est dans C, qu'on appelle sesquilinéaire, hermitienne et définie positive. Il vérifie bien sûr certaines propriétés définies positives. Voilà, donc les propriétés que phi doit satisfaire, premièrement, c'est que quel que soit x, y appartenant à E carré, phi de x, y égale phi de y, x bar. C'est-à-dire que phi de x, y, quand on change l'ordre de y et x, on doit faire phi de y, x, le conjugué de phi de y, x. Phi de x, y égale phi de y, x bar. Et bien sûr, il doit vérifier bien sûr les propriétés de sesquilinéarité de cette fois-ci. Donc si je prends pour tout x et y1, y2 des éléments de E3, phi de x, et bien sûr lambda mu, donc j'ai oublié les lambda mu appartiennent à C carré. Lambda mu des éléments de C carré, il faut que j'ai cette égalité. Hein. Donc phi de x, lambda y1 plus mu y2, il faut faire attention. Donc c'est lambda, donc c'est la linéarité à droite. C'est lambda phi de x, y1 plus mu phi de x, y2. Voilà. Et bien sûr, la troisième propriété, c'est la positivité. Donc, la troisième propriété, c'est la positivité, c'est-à-dire que, quel que soit x appartenant à E, phi de x est supérieur ou égal à 0. Et on a aussi ça, phi de x égale 0, si seulement si x égale à 0. Voilà. Donc, un espace vectoriel muni de ça, et ça s'appelle un espace pré-hilbertien. Donc, je vous donne un exemple. Qui est le produit scalaire sur C. X bar fois Y. Voilà, donc si par exemple je prends par exemple un espace vectoriel sur C, et je prends par exemple phi de xy avec xy deux éléments de E qui est égal à x bar fois y. Ça, vous vérifiez que c'est un produit scalaire. Hein? Mais E, un espace vectoriel sur C, voilà, avec x ici, x c'est un vecteur de E. Et x bar fois y, c'est comme le produit, voilà, c'est comme le produit d'une matrice colonne avec une matrice ligne. Donc si x, par exemple, a des composantes x1, x2 jusqu'à xn, et y égale y1, yn, x bar y, ce n'est autre que sigma de xi bar fois yi. On vérifie facilement que c'est un produit scalaire. Hein? C'est un produit scalaire suite à cette définition. C'est-à-dire que phi est une forme sesquilinéaire hermitienne définie positive. Donc on vérifie bien que, voilà, par exemple, phi de x, y, c'est phi de y, x bar
Donc phi de yx, c'est quoi? C'est y bar x. Et quand je mets le bar, je retrouve y x bar. Donc on a l'hermitienne. La linéarité, on la vérifie facilement. Et on a bien sûr phi de xx égale x bar fois x égale le module de x au carré. Ça, c'est supérieur ou égal à 0. Et il est égal à 0 si seulement si module de x égale à 0. Et ça est équivalent à x égale à 0. Voilà. Donc, c'est bien de connaître ça. C'est bien de connaître ça parce que parfois, on aura besoin, par exemple, comme dans la démonstration, par exemple, que toute matrice symétrique réelle est diagonalisable. Donc, on a fait appel à un produit scalaire sur C, etc. Et puisque tous les polynômes dans C et CND, il existe une valeur propre, lambda, complexe, et on a montré que lambda est réel. Donc, on a utilisé ce produit hermitien. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce rappel. Voilà. On peut parler aussi de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz. L'inégalité de Cauchy-Schwarz sur un espace vectoriel, par exemple, sur C, c'est la norme de phi de xy. Vous pouvez vérifier ça. Hein. La norme, la valeur absolue de phi de xy, c'est la racine inférieure ou égale à la racine carrée de phi de xx fois la racine carrée de phi de yy. Donc ça, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et bien sûr, cette inégalité, dans le cas où E est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire, et UV, deux vecteurs de E, on a la valeur absolue de U scalaire V. C'est exactement la même chose. Est inférieur ou égal à la norme de U fois la norme de V. Et je rappelle ici la démonstration de ça, c'est donc l'idée de la démonstration, c'est-à-dire qu'on prend lambda appartient à R, par exemple, à lambda appartient dans le cas de réel, on prend lambda appartenant à R et on calcule le produit scalaire U plus lambda V. U plus lambda V. U plus lambda V, donc on trouve que c'est qui est égal à norme de U au carré plus lambda carré norme de V au carré plus 2 fois U scalaire V. Et ça, c'est toujours positif ou nul. Et on dit que ça, c'est un trinôme en lambda qui est toujours positif. Et dans ce cas, le discriminant delta est inférieur ou égal à 0. Mais le discriminant delta, c'est quoi? Le discriminant delta, c'est norme de V au carré. B au carré moins 4AC. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié ici un lambda. Voilà. Moins. Qu'est-ce que j'ai fait? U carré plus U lambda V plus lambda UV, c'est-à-dire 2 lambda UV, plus lambda carré V carré. Voilà, donc c'est B carré. Voilà. Voilà. Donc c'est B carré. B carré, c'est 4 UV au carré moins B carré moins 4AC moins 4, le AC norme de V au carré fois B, voilà, fois norme de U au carré. B carré, voilà, c'est B carré moins 4 AC, oui, c'est ça. Voilà, B au carré. Et ça, il est inférieur ou égal à 0. On simplifie par le 4 et on va trouver que UV au carré est inférieur ou égal à la norme de V au carré, norme de U au carré. On passe aux valeurs absolues et on va trouver le résultat. Donc ça, c'est juste un rappel de l'idée de la démonstration de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Parce que parfois, ils vous disent montrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et une chose qui est très importante, c'est que l'inégalité triangulaire, il se démontre à partir, en utilisant les résultats de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc ça aussi, il vaut mieux qu'on parle, parce que
Si on veut montrer la norme de U plus V inférieure ou égale à la norme de U plus norme de V, on élève tout au carré. On élève tout au carré. Donc, norme de U plus V. Donc, c'est équivalent. Hein? C'est équivalent à norme de U plus V au carré inférieure ou égale à la norme de U plus norme de V. Le tout au carré. Et on développe ça. Donc, on va le faire aussi. Hein? Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Donc, il vaut mieux comprendre que. Donc, ça, si je le calcule, donc ça, je vais trouver, c'est la norme de U au carré plus la norme de V au carré plus 2 fois U scalaire V qui est inférieur ou égal à la norme de U au carré plus norme de V au carré plus 2 fois norme de U fois norme de V. Et bien sûr, qu'on fait ça, ça moins ça, donc le U carré, il va se simplifier, le V carré, il va se simplifier, et je dois prouver que ça est inférieur à ça. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui est toujours vraie. Et c'est fini. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'on démontre l'inégalité triangulaire à partir du résultat de l'inégalité de Minkowski ou bien de Cauchy-Schwarz. Voilà. Donc, on va voir le point suivant. Le point suivant, ça parle de quoi? Voilà, donc norme voilà, norme associée à un produit scalaire, on a déjà parlé. Donc, qu'est-ce qu'on va parler de quoi? Voilà, donc voilà, on a oublié de parler d'une norme sur l'ensemble des matrices qui est très importante et qu'il vaut mieux dire un mot là-dessus parce que c'est important. Donc, si je considère l'ensemble E égale Mn de K. Bon, dans ce cas, on prend K ici égal à R. Hein. Et si je considère l'application trace, non, c'est pas trace, l'application phi définie de Mn de R dans R, qui a une matrice A, lui associe la trace de transposée de A bon, je vais le faire d'une autre façon. Je considère l'application phi de E croix E dans R, qui a un couple de matrices AB, lui associe la trace de transposée de A fois B. Vous vérifiez que phi est une forme bilinéaire symétrique définie positive. Bon. Si vous voulez, on peut faire tout ça, mais j'ai déjà fait une vidéo, ça concerne ça. Donc, vous devez voir les vidéos précédentes où il y a toute une démonstration concernant cette application phi et ce produit scalaire. Donc, on ne va pas perdre de temps là-dedans, mais il vaut mieux la connaître il vaut mieux la connaître. Donc, il faut voir les autres vidéos. Et donc, dans ce cas, E, muni de cette application phi, est un produit scalaire. Et on va prendre, bien sûr, la norme associée au produit scalaire. Donc, qu'est-ce que la norme de A? La norme de A, ce n'est autre que la racine carrée de phi de AA. Et ça, c'est quoi? C'est la racine carrée de la trace de transposée de A fois A. Voilà, donc, on a défini une norme qui est associée au produit scalaire de Mn de K et qui est définie par norme de A égale la racine carrée de phi de AA, qui est bien sûr la racine de trace de transposée de A fois A. On peut directement vous donner l'application, par exemple, montrer que l'application phi définie de E dans R, qui a une matrice A, donne trace de transposée de A fois A. Donc, il y a deux façons de faire ça. Soit, est une norme,
c'est-à-dire la question, c'est montrer que l'application phi définie de E dans R qui a A associé trace de transposé de A fois A est énorme. Donc si vous connaissez ça, vous montrez que phi est une forme bilinéaire symétrique et que cette application psi, on va l'appeler psi, et que cette application psi, ce n'est autre que la norme associée au produit scalaire. Donc ça, c'est une façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est d'appliquer les axiomes de la norme. C'est-à-dire qu'il faut montrer que psi de A supérieur ou égal à 0, psi de lambda A égale valeur absolue de lambda psi de A, psi de x de A plus B inférieur ou égal à psi de A plus psi de B. Si on ne connaît pas, bien sûr, ça. Donc voilà. Donc, on va parler aussi d'une norme qui est classique dans Mn de K et qui est très importante qu'on n'a pas, oui, dans Mn de R, et qui est d'ailleurs une norme sous-multiplicative, c'est-à-dire une norme d'algèbre sur Mn de K. Parce que je rappelle que Mn de K, menu de plus point est multiplié, et la multiplication de matrice est une algèbre. Une algèbre sur R, est une K-algèbre, est une R-algèbre. Voilà, est une algèbre sur R. Il y a une norme, c'est-à-dire que si je prends A appartenant, voilà, si on a N, une norme sur une sous-algèbre, on appelle norme multiplicative, N est multiplicative, si et seulement si, pour tout AB appartenant à Mn de K, la norme de A fois B. Donc on fait maintenant appel à la multiplication dans les matrices. Il est inférieur ou égal à la norme de A fois la norme de B. Ça s'appelle norme sous-multiplicative. Et parmi les normes sous-multiplicatives que vous devez connaître dans l'espace des Mn de K, il y a cette norme que je vous laisse le soin de faire ces vérifications. C'est juste un calcul de produit matriciel qu'il faut bien le faire. L'application phi ou bien n définie de Mn de K dont R plus bien sûr quelle matrice A qui est égale à A et J associe la somme, le max de la somme des AI J allant de R jusqu'à N et I appartenant à l'intervalle 1N. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je somme toutes les lignes et je prends le maximum de cette valeur, c'est N de A. Et bien sûr, vous vérifiez que cette norme, elle est sous-multiplicative. C'est-à-dire qu'il vérifie la propriété N de A fois B est inférieur ou égal à N de A fois N de B. Ça, c'est très important de connaître ces caractéristiques de ces normes dans ces espaces. Bon, nous allons continuer. Et maintenant, on va parler, il faut dire quand même un petit mot sur l'ensemble des polynômes. Hein. Donc, comme ça, pour faire la boucle. Bon, j'ai oublié de vous parler de l'ensemble des polynômes, cet ensemble qui est très, très, très intéressant. Hein. Donc, quelles sont les normes qu'on peut définir sur l'ensemble des polynômes? Donc, si je prends E égale K de X, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes à coefficient dans K, je sais qu'un polynôme P, il peut s'écrire sous la forme, la somme de AI, x à la puissance I allant de 0 jusqu'à N.
avec n appartient à n. Donc si je prends par exemple la norme P qui est égale à la somme des AI, I allant de 0 jusqu'à n. Ça, c'est une norme sur P. Il y a aussi une autre norme qu'on définit, ça s'appelle la norme 1. La norme 1. Donc, pour faire une simulation, ou bien comment dirais-je, une similitude entre E et Kn, par exemple, pour Kn, si vous vous rappelez, quand on a pris E égale à Kn, on a pris un vecteur x égale x1, x2, xn. On a dit que la norme 1 de x, la norme 1 de x, c'est la somme des valeurs absolues de xi. Et allant de 1 jusqu'à n. Mais c'est quoi xi? Xi sont que les composantes du vecteur x dans la base canonique de Kn. Donc c'est la même chose. Les AI, ce sont les composantes. Par exemple, le P, je peux le définir comme un vecteur dans la base canonique de Kn. De Kn10, n de x. C'est-à-dire de l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Donc, il a pour coordonnées A0, il a pour coordonnées A1, il a pour coordonnées A2, AN. Donc P, je peux l'écrire tout simplement comme ça. A0, A1, AN. C'est exactement P. C'est la même chose que ce vecteur. C'est la même chose que ce vecteur de. Ici, c'est Kn plus 1 pour avoir le même nombre de vecteurs, hein, le même nombre de composants. C'est exactement ça. Donc, on peut définir une norme de P1 qui est égale à la somme de I allant de 0 jusqu'à n des modules ou des valeurs absolues de AI. Il y a aussi la norme infinie de P. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la norme infinie? Donc, c'est en restant dans même similitude. Donc, ce n'est autre que le max des valeurs absolues de AI, avec I appartenant dans ce cas de 0 à n. Voilà, donc ça, c'est une norme, et ça, c'est une norme infinie sur l'ensemble des polynômes. Et bien sûr, nous ne sommes pas les seules normes. On peut définir une infinité de normes sur un espace vectoriel. Bon, donc je pense qu'on a fait trop de détails, trop d'exemples importants sur les normes, sur les espaces vectoriels de référence. Et je pense que pour ne pas à le dire, on va s'arrêter ici. Et il vaut mieux lire ça. Et bien sûr, il faut faire très attention, comme j'ai dit, à savoir manipuler les objets pour ne pas se tromper. C'est-à-dire, pour un vecteur x, il faut se poser la question x c'est quoi, quelles sont ses composantes, etc. Donc sur ce, je vous souhaite bonne révision. Je vous promets qu'on va continuer ce cours jusqu'à le terminer, et aussi faire le cours sur la notion de topologie pour mieux expliquer qu'est-ce que ça veut dire une boule fermée, une boule ouverte, un point intérieur, une valeur d'adhérence, etc. Donc, on va essayer de simplifier toutes ces notions en faisant des schémas, etc. Parce que les définitions, c'est très difficile à les connaître par cœur sans, bien sûr, savoir le concept derrière. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne révision. Et si vous avez aimé ce petit résumé pour le moment qu'on n'a pas terminé, vous essayez de partager avec vos amis. Et sur ce, je vous souhaite bonne révision et au revoir.